C'est quoi la pire galère qui t'est arrivée l'an dernier? Le conseiller d'orientation qui s'est effondré en larmes aux funérailles de ma cousine Rose, c'était le même qui l'avait agressée le jour où elle avait cherché de l'aide pour s'occuper de SES frères et sœurs. Alors je suis devenue la prof d'art plastique préférée de sa fille de 6 ans, et j'ai patiemment démonté tous CE qu'il avait construits, apprenant à sa gamine à dessiner son père sous les traits d'un monstre. Mon coup de cœur du lycée, Rose O'Brien, a percuté un poteau téléphonique en allant en cours et elle est morte sur le coup. Elle avait 17 ans, venait de décrocher une admission anticipée à Harvard. Toute l'école était bouleversée. Rose avait des notes impeccables. Elle pilotait la moitié de nos actions bénévoles, donnait des cours de soutien gratuitement et montait des collectes alimentaires à chaque fête. Son petit ami David, notre star de l'athlétisme, venait d'être repéré par Stanford. Rose, c'était une force de la nature, à peine 1,57 m, mais elle s'imposait partout. Pourtant, personne n'a été plus secoué que le conseiller, M. Warren. Il s'est effondré en public lors de la cérémonie, sanglotant tellement fort que tout le monde en était retourné. Il a fait tout un laïus sur le fait qu'il avait tenté de l'aider quand SES notes ont baissé, mais qu'elle se refermait sur elle-même. Il était même venu avec un bouquet et s'est assis avec la famille. Tout le monde compatissait. On avait l'impression qu'il s'était donné corps et âme pour sauver une élève. Les autres profs le consolaient, persuadés qu'il avait tout tenté. Depuis des mois, Rose n'était plus elle-même. Elle arrivait en cours avec 20 minutes de retard, les cheveux encore mouillés, échouait à des contrôles qu'elle réussissait toujours auparavant. Maya, son amie, m'a raconté un jour qu'elle s'était endormie debout devant son casier. On pensait tous à un simple surmenage, trop de pression, pas assez de sommeil. Certains élèves disaient qu'elle faisait la fête pour gérer le stress du bac. Les profs murmuraient que même les meilleurs pouvaient craquer. Je les ai entendus dire, même Rose O'Brien n'est pas immunisée contre le coup de mou de terminale. Les funérailles étaient pleines à craquer. Les recruteurs d'université qu'elle avait impressionnés ont envoyé des couronnes et des lettres parlant d'un potentiel envolé. Les profs regrettaient de n'avoir rien vu venir. Monsieur Warren, lui, était au premier rang, à s'essuyer les yeux sans arrêt. 3 semaines après l'enterrement, la mère de Rose, en rangeant sa chambre, est tombée sur son journal. Incapable de le lire, elle l'a confié à Maya, qui s'est mise à lire les dernières pages à voix haute. Monsieur Warren m'a convoqué à cause de mes notes. J'ai parlé des 3 boulots de maman et du fait que je m'occupais des enfants. Il a fermé la porte à clé. Il recommence. Il dit que personne ne me croira. Maya a laissé tomber le journal. La mère de Rose s'est précipitée aux toilettes pour vomir. Et là, la vérité s'est abattue sur tout le monde. Rose gérait toute la maison depuis 2 ans, depuis que son père était parti. Sa mère bossait de nuit à l'hôpital, enchaînait 2 autres boulots. Rose réglait son réveil pour surveiller la respiration de son petit frère, faisait la lessive, préparait à manger, tout en gardant des notes parfaites. Et quand elle a enfin essayé de demander de l'aide, Monsieur Warren s'est servi de sa position pour en profiter, menaçant son avenir à Harvard. Le journal montrait que ça avait recommencé plusieurs fois. Elle était prise au piège, à protéger ses frères et sœurs tout en essayant de se préserver. La nouvelle s'est propagée à la vitesse de l'éclair dans notre petite ville. Ma mère m'a appelée en pleurs, me demandant si Monsieur Warren avait déjà eu un geste déplacé envers moi. Les parents qui ne tarissaient pas d'éloges sur lui se sont soudain souvenus du nombre de fois où il gardait des élèves après les cours. Les profs se rappelaient les réunions à huis clos qui s'éternisaient. D'autres filles ont commencé à raconter des histoires de remarques louches, de câlins malvenus, de rendez-vous gênants. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Les parents hurlaient, un père a dû être escorté dehors par la sécurité. Monsieur Warren avait déjà disparu. Maison vide du jour au lendemain, envolé avant même qu'on puisse lui parler. L'homme qui avait le plus pleuré aux funérailles, c'est celui qui l'avait empêché de demander de l'aide. L'enquête a révélé que Rose tenait la maison à bout de bras depuis 2 ans. Sa mère n'en savait rien. Elle pensait que Rose traînait juste sur SES Devoirs. Elle ignorait tout des visites chez le médecin, des courses, des nuits blanches à veiller sur les petits malades. Rose avait tout caché pour ne pas rajouter de soucis à sa mère. Et au moment où la pression l'a écrasée, où elle a cherché de l'aide auprès de l'adulte censé la protéger, il a profité de sa détresse, menaçant le seul espoir de sortir sa famille de la galère, Harvard. Warren a été retrouvé 6 mois plus tard, planqué sous une fausse identité dans une école privée en Oregon. 5 autres filles de notre lycée ont témoigné contre lui au procès. Il a pris 20 ans, mais Rose n'était plus là pour le voir. La communauté a récolté de l'argent pour sa famille. Les voisins se sont relayés pour apporter à manger. Mais rien ni personne n'a pu ramener Rose. Elle tentait de sauver tout le monde pendant que celui qui aurait dû la protéger la détruisait. Et moi, j'étais décidée à le détruire à mon tour. 6 mois après la condamnation de Warren, je me suis pointée à la prison pour une visite. Mes mains ne tremblaient pas, même si la rage me brûlait de l'intérieur, tandis qu'il entrait en traînant ses savates, vêtu d'orange, les yeux écarquillés en me reconnaissant. Il est devenu livide en s'asseyant en face de moi, la voix hésitante. « Tu es Emily Chen, la cousine de Rose. » Je lui ai lancé un sourire glacial, et j'ai fait glisser une photo de sa fille de l'autre côté de la table. Ses jointures ont blanchi tant il serrait la table en fixant la photo de Melissa en uniforme. « Ta fille Melissa est à l'école primaire Riverside », ai-je dit d'une voix tranquille, tout en le regardant perdre ses couleurs. Je suis sa nouvelle prof d'art plastique. Warren a voulu bondir sur la table, mais les surveillants l'ont vite maîtrisé. Je me suis levée pour partir, murmurant que Melissa adorait sa nouvelle professeure. Les caméras ont tout filmé, son accès de violence, les surveillants qui l'emmènent. En sortant de prison, j'ai appelé Linda, la femme de Warren,
pour confirmer qu'elle comptait toujours sur moi pour garder Melissa. Ma voix se voulait rassurante et chaleureuse, tandis qu'elle me confiait à quel point sa fille m'adorait. Linda n'avait aucune idée de qui j'étais en réalité. Pour elle, j'étais seulement la nouvelle prof d'art plastique, tombée à point nommé dans cette période chaotique. Ce soir-là, dans mon salon, j'ai relu le dernier message que Rose m'avait envoyé 2 jours avant sa mort. On peut parler? J'ai besoin de tout te dire sur Monsieur Warren. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir cette conversation avec elle, et le désespoir qui transparaissait dans ces textos me poursuit encore. Rose avait tant besoin que quelqu'un entende la vérité, et je l'ai laissée seule face à son malheur. Cette faute me guide dans chacun de mes actes aujourd'hui. Le lendemain matin, j'ai envoyé à Linda une photo du travail de Melissa, un portrait de famille, mais où le père apparaissait en monstre, le visage entièrement gribouillé de noir. J'ai demandé, d'un ton innocent, si elle savait pourquoi Melissa l'avait dessiné ainsi. Linda m'a rappelé aussitôt, la voix tremblante, pressée de savoir que sa fille avait pu raconter sur son père. J'ai gardé mon sérieux et mon professionnalisme, expliquant que, souvent, les enfants traduisaient par leurs dessins des émotions qu'ils ne pouvaient pas formuler autrement. À force de questions posées délicatement, j'ai découvert que Warren appelait la maison tous les jours depuis la prison et que Melissa fondait en larmes après chaque coup de fil. On pouvait même réclamer les enregistrements si besoin. La semaine suivante, la mère de Warren, Dorothy, a débarqué à l'école, furieuse, et m'a attendue sur le parking après la sortie. Elle m'a attrapée violemment par le bras, mais d'autres enseignants ont tout vu. Madame Peterson, la maîtresse de CU2, a tout de suite accouru et, face à la scène, Dorothy avait l'air complètement déséquilibrée, hurlant au complot contre son fils. Ce soir-là, j'ai pris la plume sur la page Facebook du quartier, appelant à la solidarité et à la reconstruction, tout en dénonçant le fait que certains continuèrent de défendre les coupables. Les réactions ont montré combien la ville était divisée, certains soutenant les victimes, d'autres restaient convaincus de l'innocence de Warren. Le lendemain, Linda m'a écrit en privé pour s'excuser du comportement de Dorothy et m'a avoué qu'elle songeait au divorce. Les crimes de son mari avaient tué leur couple. Au supermarché, je faisais exprès mes courses aux mêmes heures que les familles des victimes. Un jour, j'ai fini par aborder la mère de Sarah au rayon céréales et nous avons échangé à voix basse sur le procès et sur comment nos filles s'en sortaient. Plus tard dans la semaine, le directeur m'a convoqué. Dorothy s'était plainte de moi, mais il a écarté tout de suite sa demande. D'après lui, j'étais irréprochable, et il a même ajouté, à mi-voix, que sa propre fille n'avait jamais été à l'aise avec Warren, même s'il n'avait jamais osé l'exprimer. J'ai proposé d'organiser un atelier sur la sécurité à l'école, axé sur la protection contre les prédateurs, en invitant expressément les parents à y participer. Le directeur a accepté, ravi de cette initiative pour l'école. Lors d'un cours d'art plastique, Melissa a fait un autre dessin troublant. On y voyait son père, les mains rouges, qui traversèrent les barreaux d'une prison. Les appels de Warren la déstabilisèrent visiblement. J'ai tout soigneusement consigné. Petit à petit, d'autres professeurs ont commencé à livrer leurs propres anecdotes sur Warren en salle des maîtres, encouragés par le climat qui avait changé. La secrétaire de l'école, elle, m'a confié qu'elle avait déjà discrètement mis en garde certains parents contre le fait de laisser leurs enfants seuls avec lui. J'ai fini par remarquer Dorothy, assise dans sa voiture devant l'école pendant la récréation, à m'observer des heures durant. Son but, évidemment, était de m'intimider. Mais j'ai poursuivi mon travail comme si de rien n'était. Linda m'a raconté que les appels de Warren devenaient de plus en plus menaçants. Il exigeait qu'elle parte loin avec Melissa, pour recommencer une vie où personne ne connaîtrait son passé. Elle commençait seulement à entrevoir qui il était vraiment. Grâce à la mère de Sarah, le contact s'est établi entre les autres familles de victimes, soucieuses d'empêcher les Warren de réécrire l'histoire. Une sorte de coalition s'est naturellement formée autour de la vérité. Dorothy a tenté de faire retirer Melissa de ma classe, mais Linda s'est opposée à elle, provoquant un esclandre dans le bureau du directeur. Les autres parents, dans la salle d'attente, ont tout entendu. Dorothy criait à la persécution, tandis que Linda tenait ferme. Warren, de son côté, avait demandé à la compagne d'un codétenu d'appeler l'école en se faisant passer pour une mère, dans le but d'obtenir des renseignements sur moi, mais la secrétaire n'a pas été dupe. Elle était devenue experte pour déjouer les magouilles de Warren. Les camps étaient désormais clairement dessinés. Même enfermé, Warren continuait d'exercer son emprise par l'intermédiaire de sa mère et de SES appels quotidiens. J'étais enfin en position de protéger Melissa et de mettre un terme à la spirale de manipulation qu'il avait instaurée. Je me demande bien qu'Emily peut ressentir, à cet instant, assise face à Warren dans la salle des visites, hantée par le dernier message de Rose. Il y a quelque chose d'étrange dans sa façon d'avoir tout orchestré. Devenir la prof de Melissa, se rapprocher de Linda, tout consigné minutieusement, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Linda. Ce jour-là, Melissa avait dessiné une famille heureuse, composée uniquement d'elle et de sa mère, sans père à l'horizon. Un progrès peut-être, mais la lutte pour l'avenir de Melissa ne faisait que commencer. J'ai aidé Linda à déposer une demande d'ordonnance d'éloignement contre Dorothy, qui était venue ivre chez elle, brandissant la bannière de la loyauté familiale en hurlant. Les voisins ont fini par appeler la police, réveillés en pleine nuit par Dorothy qui tapait comme une forcenée à la porte. Quand les agents sont arrivés, ils l'ont trouvée titubant sur la pelouse, proférant des accusations comme quoi je détruisais sa famille. Linda, sur le pas de la porte, tenait Melissa en larmes dans ses bras, en pyjama. Le rapport de police a retenu l'ivresse et l'agressivité de Dorothy, des éléments essentiels pour obtenir l'ordonnance d'éloignement. Le lendemain matin, le frère de Warren, Mark, m'a accosté au café,
se plaçant exprès entre moi et la sortie. Il s'est penché vers moi pour me glisser, sur un ton menaçant, que des accidents pouvaient arriver aux jeunes professeurs qui ne savaient pas rester à leur place. Je l'ai fixé droit dans les yeux, tout en enregistrant discrètement notre conversation sur mon téléphone. Le serveur, sentant la tension qui montait, est venu demander si tout se passait bien. Marc s'est alors éloigné, mais le message était limpide. J'ai transmis l'enregistrement au proviseur et j'ai immédiatement signalé les faits à la sécurité du campus. Cette semaine-là, à la fin des cours, Sarah Martinez m'attendait devant ma salle. Désormais en terminale, elle était plus fermée, presque murée dans le silence. Elle m'a confié que Warren l'avait agressée elle aussi quand elle était en seconde, mais que SES parents n'avaient rien voulu entendre. Elle n'avait jamais parlé de CE qui s'était passé. Sa famille l'avait menacée de l'éloigner si elle déposait plainte. Les mains tremblantes, Sarah décrivait le même scénario. Porte verrouillée, menaces à propos des lettres de recommandation pour la fac, SES rêve d'avenir utilisé comme moyen de pression. C'était déjà la 6e victime dont nous apprenions l'existence, et les parents de Sarah continuèrent de nier les faits. J'ai organisé une rencontre entre Sarah et Linda dans un endroit neutre. En entendant le récit de Sarah, Linda s'est effondrée, prenant enfin la mesure de l'horreur des actes de son mari. La discussion a duré 3 heures, au cours desquelles Linda n'arrêtait pas de s'excuser, tandis que Sarah trouvait, pour la première fois, quelqu'un qui la croyait. Après cela, Linda n'a plus jamais répondu aux appels de Warren. Elle ne parvenait plus à concilier l'homme qu'elle avait épousé avec le prédateur qu'il s'était révélé être. De son côté, Dorothy Warren a créé une page Facebook, Justice pour James Warren, qui a vite récolté le soutien des derniers inconditionnels. Elle y postait d'anciennes photos de Warren lors d'événements scolaires, soigneusement choisis pour le faire passer pour un enseignant exemplaire, et relayait des théories du complot accusant des élèves rancuniers d'avoir détruit la vie d'un homme innocent. J'ai pris des captures d'écran de chaque publication, afin de constituer un dossier prouvant le harcèlement organisé. Sarah et moi sommes allés ensemble chez le procureur, espérant pouvoir lancer des poursuites pour son agression. Mais il nous a expliqué que la prescription était passée, même pour le cas de Sarah. Une fois de plus, le système qui avait déjà abandonné Rose trahissait d'autres victimes. Sarah a quitté le bureau pour rejoindre la triste liste officielle des victimes de Warren. Un professeur de maths se rappelait l'avoir vu rôder près du vestiaire des filles. La documentaliste expliquait que plusieurs élèves demandaient à travailler n'importe où, sauf dans le bureau du conseiller d'orientation, et le concierge a avoué avoir vu Warren verrouiller la porte de son bureau alors que des élèves s'y trouvaient, mais il avait eu trop peur pour le signaler à l'époque. Petit à petit, les témoignages s'accumulaient. Le schéma devenait impossible à nier au fur et à mesure que d'autres personnes se sentaient en sécurité de parler. Grâce à une demande d'accès au dossier public, j'ai découvert que le certificat d'enseignement de Warren n'avait jamais été révoqué officiellement à cause d'une erreur administrative. Les documents avaient été mal classés, CE qui signifiait qu'en théorie, il pourrait enseigner à nouveau à sa sortie de prison. J'ai aussitôt contacté le rectorat, fournissant toutes les preuves de sa condamnation et du danger qu'il représentait. Un ancien ami d'enfance de Warren m'a contacté via les réseaux sociaux pour me raconter des anecdotes troublantes de leurs années à la fac. Warren avait harcelé une ex-petite amie qu'il avait repoussée, allant jusqu'à se pointer à son dortoir à n'importe quelle heure. Cette amie avait mis de la distance quand le comportement de Warren était devenu de plus en plus envahissant, mais il s'était toujours demandé s'il n'aurait pas dû agir plus tôt. Son témoignage ajoutait une pièce de plus au puzzle d'un comportement prédateur qui remontait à des décennies. En rangeant les affaires de Warren, Linda a découvert des caméras cachées un peu partout dans la maison, bouches d'aération, détecteurs de fumée, cadres photos. Cela faisait des années que Warren espionnait sa propre famille. Sa paranoïa et son besoin de contrôle allèrent bien au-delà de CE que quiconque avait pu imaginer. Linda a fait appel à une société de sécurité pour inspecter la maison de fond en comble. Ils ont trouvé 12 caméras au total. Lors de séances de thérapie, Melissa a commencé à raconter des propos inquiétants de son père, qui lui parlait de jeux spéciaux, réservés aux bonnes filles. Même si Melissa n'avait pas subi de violence physique, l'emprise psychologique était évidente. Linda a aussitôt demandé une modification urgente de la garde, en s'appuyant sur les notes de la thérapeute pour prouver les tentatives de manipulation de Warren. Dorothy a choisi d'affronter Linda en public, lors du gala de danse de Melissa, provoquant un scandale devant des dizaines de parents. Elle l'a giflé en pleine figure, hurlant des accusations de trahison et de destruction de la famille. Les parents présents ont éloigné leurs enfants, tandis que quelqu'un appelait la sécurité. L'incident, filmé par plusieurs téléphones, a vite circulé dans la communauté. L'agression publique de Dorothy a achevé de faire tomber le peu de soutien qui restait à la famille Warren. Les registres de la prison ont révélé que Warren utilisait son compte cantine pour rémunérer d'autres détenus, afin qu'ils passent des coups de fil menaçants à l'intention des témoins du procès, de leur famille et de toute personne ayant témoigné contre lui. Une enquête a été ouverte sur le réseau de harcèlement qu'il avait mis en place depuis sa cellule. Mark Warren, lui, a tenté une autre approche en me proposant 50 000 € en liquide pour que je quitte la ville et cesse de salir sa famille. Il a présenté cela comme un geste généreux pour permettre à une jeune prof de refaire sa vie ailleurs. J'ai tout enregistré et signalé la tentative de corruption aux autorités. Le désespoir de Mark montrait bien à quel point ma présence nuisait à leur réputation.
Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour rebaptiser le centre d'orientation en hommage à l'initiative de santé mentale que Rose avait proposée avant sa mort. Le nom de Warren a disparu de toutes les plaques et des tableaux d'honneur. Petit à petit, son héritage à l'école s'effaçait, laissant place à des hommages en mémoire de l'élève qui l'avait brisé. Un jour, Linda a retrouvé l'ancien ordinateur portable de Warren, caché dans un coin du garage, protégé par un mot de passe qu'elle a fini par deviner au bout de 3 essais, la date de leur anniversaire. L'ordinateur renfermait un dossier crypté rempli de photos d'élèves, récupérés aussi bien dans les albums de fin d'année que sur les réseaux sociaux. Même si leur possession n'était pas illégale en soi, l'ensemble témoignait d'une véritable obsession pour certains physiques. Linda a partagé sa découverte avec quelques responsables locaux, CE, qui a encore fragilisé le cercle de soutien autour de Dorothy. Petit à petit, l'influence de Dorothy au sein de la communauté s'est effondrée. Même les membres de son club de lecture ont commencé à l'éviter. Les clichés retrouvés sur l'ordinateur de Warren, ajoutés à son agression publique contre Linda, l'ont rapidement transformée en paria. D'anciennes amies changèrent de trottoir pour ne pas la croiser. Celles qui organisaient autrefois les événements caritatifs se retrouvaient désormais exclues des réunions de quartier. Maya m'a contactée avec une chose précieuse à ses yeux, l'ancien téléphone de Rose qu'elle avait gardé après son décès, incapable de s'en séparer, dernier souvenir tangible. L'appareil contenait des mémos vocaux où l'on entendait Rose s'entraîner à dire « CE » qu'elle souhaitait adresser à Warren, répétant inlassablement comment elle allait le confronter au sujet de son comportement. Sa voix, assurée et lucide, apportait une preuve nouvelle de sa détermination à le dénoncer. Après que Dorothy s'est plainte auprès du conseil d'école, mon poste d'assistante pédagogique avait été supprimé, mais la réaction des parents a été immédiate. Leur mobilisation a permis mon retour, car ils tenaient à CE que je continue à accompagner leurs enfants, me voyant comme un véritable soutien. Nous étions, Linda et moi, tout aussi résolus à protéger Melissa de l'influence de Warren. Nous avons organisé les rendez-vous chez la thérapeute, les activités scolaires, tout en restant vigilants face à toute tentative de contact entre Warren et sa fille. Notre objectif dépassait de loin les circonstances qui nous avaient rassemblés. J'ai fait écouter en privé les mémos de Rose à quelques membres influents de la communauté qui restaient sceptiques. En entendant ses propres mots et sa préparation méticuleuse pour affronter son agresseur, les derniers résistants ont changé d'avis. Les enregistrements ne sont jamais sortis du cercle restreint, mais ils se sont vite retrouvés au cœur de toutes les discussions privées en ville. Warren, de son côté, a tenté de mettre fin à 16 jours en prison en avalant un stock de médicaments qu'il avait réussi à accumuler. Il a survécu, mais son hospitalisation a permis à son avocat de jouer la carte de la compassion, n'hésitant pas à affirmer que la pression médiatique et la persécution de sa famille l'avaient poussé au désespoir. Cette tentative de manipulation, évidente jusque dans sa chambre d'hôpital, n'était qu'une nouvelle tentative de reprendre la main sur le récit. Les notes de la thérapeute de Melissa confirmaient que, si elle n'avait pas subi de violences physiques, elle avait en revanche assisté aux crises de colère de son père. Elle rapportait s'être cachée dans son placard à chaque fois qu'il hurlait sur sa mère, se bouchant les oreilles pour ne rien entendre. Les séquelles, même invisibles, étaient profondes. Mais avec l'accompagnement adapté, la thérapeute gardait bon espoir de voir Melissa se reconstruire. L'entreprise de construction de Mark Warren a vu SUS contrats s'évaporer les uns après les autres, les clients préférant rompre les liens en toute discrétion. Le bouche à oreille, dans le milieu, évoquait déjà des tentatives de corruption de sa part. La famille Warren s'est retrouvée sous pression financière, SUS Ressources s'amenuisant à vue d'œil. Leur château de cartes s'effondrait. De plus en plus de membres de la communauté venaient me confier CE qu'ils savaient de Warren. Une mère m'a raconté ses remarques déplacées sur le physique de sa fille adolescente. Un père se souvenait que Warren avait insinué que son fils manquait de virilité et lui avait proposé un accompagnement privé. Même son ami d'université évoquait des histoires de harcèlement qui remontaient à la fac, preuve que certains comportements inquiétants apparaissent bientôt. Il donnait l'impression de préparer un doctorat en toxicité, alors que les autres se concentraient sur leurs études. D'ailleurs, tout le monde semblait avoir une anecdote à son sujet, souvent banalisée à l'époque. La presse locale s'est emparée de l'histoire, mettant en avant le combat des victimes pour obtenir justice, mais j'ai refusé toute demande d'interview, estimant que l'attention devait rester portée sur les victimes et la prévention de nouveaux prédateurs, pas sur mon rôle dans la révélation de la vérité. Les familles d'autres victimes sont alors devenues le visage du mouvement pour la réforme de la sécurité dans les écoles. Lors d'un appel téléphonique en prison, sous surveillance et autorisé par Linda pour des raisons juridiques, Warren a laissé échapper, sous le coup de la colère, un aveu. D'autres que Rose avaient déjà tenté de le faire tomber. Linda a enregistré cet échange, ajoutant une preuve supplémentaire au dossier déjà chargé sur les agissements de Warren. Les parents qui, autrefois, ne tarissaient pas d'éloges à son sujet, sont venus présenter leurs excuses à la famille de Rose, admettant n'avoir rien vu des signes et reconnaissant leur part de responsabilité dans la protection de sa réputation. La mère de Rose a accepté leurs excuses avec hauteur, préférant tourner la page et se concentrer sur la prévention de nouveaux drames. Dorothy, quant à elle, a définitivement été interdite d'accès à l'établissement, après s'y être de nouveau présentée en état d'ébriété, hurlant à propos de complots et de persécutions. Les caméras de surveillance l'ont filmée tentant d'entrer par plusieurs portes, de plus en plus agitée à mesure qu'on lui refusait l'accès. Le chef d'établissement a porté plainte pour intrusion,
s'assurant que des poursuites seraient engagées en cas de récidive. Au bureau de Warren, Linda a mis la main sur un journal évoquant une certaine Christina Murphy, élève en 2018. Les notes décrivaient le même scénario. Une élève en difficulté, des rencontres à huis clos, des résultats scolaires en nette hausse, puis un départ précipité de la famille. Linda a retrouvé la famille Murphy, qui a confirmé que leur fille avait été agressée, mais qu'ils avaient préféré déménager plutôt que porter plainte. J'ai veillé à CE que la thérapie de Melissa se poursuive sans interruption, en étroite coordination avec Linda pour la préserver des conflits d'adultes. Les dessins de Melissa, autrefois sombres, se sont progressivement éclaircis, témoignant d'une évolution positive. Sa thérapeute a noté de réels progrès dans le traitement du traumatisme lié aux actes de son père et à leurs répercussions familiales. La mère de Rose, Linda Warren, et des représentants de Five Rose ont réaffirmé l'importance de protéger les élèves vulnérables. Même les dernières tentatives de Dorothy pour perturber la cérémonie commémorative ont été ignorées par l'administration. Quant à SES efforts pour rallier les quelques soutiens restants de Warren, ils ont tourné court et se sont révélés un échec cuisant. La réunion qu'elle avait organisée au centre communautaire n'a réuni qu'une douzaine de personnes, dont la plupart se sont éclipsées avant la fin en découvrant les preuves accablantes contre Warren. Sa page Facebook perdait chaque jour des abonnés à mesure que la vérité s'imposait et qu'il devenait impossible de la nier. L'agent d'entretien qui avait assisté au comportement déplacé de Warren a présenté des excuses officielles aux familles des victimes, reconnaissant qu'il s'était tu par peur de perdre son emploi et admettant ainsi une part de responsabilité. Son témoignage a permis d'ouvrir un vrai débat sur la façon dont la peur institutionnelle peut protéger les prédateurs. Ma réputation de protecteur de Melissa s'est vite répandue dans l'établissement. De nombreux parents insistaient pour que leurs enfants suivent mes cours d'art plastique, convaincus que je saurais détecter des signes de mal-être qui pourraient leur échapper. Le chef d'établissement a d'ailleurs noté une hausse de 40% des inscriptions en art depuis mon arrivée. Les relevés bancaires récupérés pendant l'enquête ont mis au jour que Warren avait détourné des fonds initialement destinés au programme d'accompagnement psychologique des élèves pour les transférer sur SES propre compte. Il privait ainsi les plus fragiles d'une aide précieuse, ajoutant l'escroquerie financière à SES méthode d'exploitation. La procédure de divorce de Linda avançait à bon rythme, mais sa finalisation restait soumise à une gestion serrée des délais. Son avocate lui avait recommandé de tout boucler avant la première audience de libération conditionnelle de Warren, prévue dans 8 ans, CE qui donnait à chaque étape un sentiment d'urgence. Les droits parentaux de Warren étaient en cours de réexamen, leur retrait paraissant inévitable au vu des preuves de manipulation. Les lettres que Warren envoyait à Melissa depuis la prison ont été interceptées après que Linda eut signalé leur contenu préoccupant. Il tentait d'influencer sa fille avec des messages codés vantant leur lien spécial et l'incitant à ne pas croire les mensonges sur papa. Ces us courriers ont constitué des éléments supplémentaires pour appuyer la demande de retrait de SES droits parentaux. J'ai compris que pour protéger Melissa, il fallait s'assurer que Warren ne puisse plus jamais l'approcher, ni juridiquement, ni émotionnellement. Tous ces que je faisais visaient à bâtir une barrière infranchissable entre l'enfant et son bourreau. Le système avait trahi Rose, mais il ne trahirait pas Melissa. Pendant les réunions parents-professeurs, je gardais une attitude irréprochable, même lorsque la voiture de Dorothy tournait sans cesse sur le parking. Les collègues restaient aux aguets, prêts à appeler la sécurité si elle tentait de pénétrer dans l'établissement. La communauté scolaire, quant à elle, s'était soudée autour des victimes de Warren pour leur offrir un bouclier protecteur. La famille de Christina Murphy a directement contacté Linda et confirmé le schéma d'abus mis en place par Warren. Même s'ils n'ont jamais souhaité porter plainte, ils ont accepté de rédiger une attestation sur CE qu'avait subi leur fille, un geste discret mais déterminant pour renforcer le dossier. Les anciens soutiens de Warren se sont progressivement désolidarisés, beaucoup publiant des retraits officiels après avoir discuté avec les familles des victimes. Le pasteur de la jeunesse, qui avait longtemps défendu Warren, a fini par faire son mea culpa en public, admettant que les prédateurs savent manipuler les communautés religieuses. Sa prise de position a entraîné une remise en question chez d'autres membres de l'Église. Linda a finalement obtenu la garde exclusive de Melissa, les droits parentaux de Warren étant réexaminés par la justice. Cette victoire est le fruit de longs mois à documenter méticuleusement les tentatives répétées de manipulation de sa fille par Warren. Même derrière les barreaux, le tribunal a clairement donné la priorité à la sécurité de Melissa plutôt qu'aux revendications du père. Warren, de son côté, avait recruté un nouvel avocat qui a tenté de faire croire à une persécution familiale liée à SES crime, déposant en vain plusieurs plaintes pour harcèlement, toutes rejetées faute de preuves. Ces démarches semblaient surtout destinées à faire du bruit, plutôt qu'à assurer une défense crédible. L'avocat a fini par laisser tomber son client, après que j'ai transmis des éléments prouvant que Warren continuait à harceler la communauté depuis la prison. Appels menaçants, tentatives de manipulation, lettres codées à Melissa. Tout confirmait sa dangerosité persistante. Même les avocats ont leurs limites. Dorothy, quant à elle, a été victime d'un léger AVC que Warren n'a pas hésité à me reprocher au téléphone, lors d'appels enregistrés depuis la prison. Selon lui, c'était le stress de la chasse aux sorcières contre sa famille qui avait provoqué l'accident de sa mère, alors qu'en réalité, son alcoolisme et le refus de se soigner étaient en cause. Mais il lui fallait bien un bouc émissaire. Les amis de Rose ont créé une bourse à sa mémoire, destinée à venir en aide aux élèves qui assument un rôle d'aidant familial. Linda Warren a ouvert la voie en effectuant le premier don important, utilisant l'argent récupéré de la vente des affaires de Warren.
Ces gestes devaient permettre à l'héritage de Rose de perdurer en soutenant d'autres jeunes confrontés à des difficultés similaires. Melissa, pour la première fois depuis des mois, a dessiné un tableau lumineux où elle se représentait, souriante, aux côtés de sa mère sous un grand soleil. Sa thérapeute a noté qu'il s'agissait du premier dessin dépourvu d'ombres noires ou de figures menaçantes, un signe que la guérison commençait, lentement, mais sûrement. J'ai rassemblé des preuves irréfutables de l'abus de pouvoir systématique de Warren sur près de 20 ans. Témoignages de 6 victimes, déclarations du personnel de l'école, éléments de fraude financière, documentation des manipulations continues depuis la prison. L'ensemble dressait un tableau accablant et sans appel. Le conseil d'administration a d'ailleurs réagi en instaurant de nouvelles règles, imposant que les entretiens entre élèves et conseillers se déroulent portes ouvertes, l'installation de fenêtres sur toutes les portes de bureaux et la création d'un système d'alerte pour signaler tout comportement inquiétant. La mort de Rose avait enfin déclenché une prise de conscience institutionnelle. Sarah Martinez, elle aussi, a trouvé la force de tout révéler à SES parents, préférant la vérité à une justice officielle. Debout dans le salon familial, les mains tremblantes, elle leur a présenté les preuves que je l'avais aidée à réunir. Le visage de son père est passé en quelques secondes de l'incrédulité à la colère, puis à la honte, tandis que sa mère, bouleversée, s'effondrait sur le canapé, comprenant enfin le mal-être de sa fille depuis la seconde. Quant à Warren, son autorisation d'enseigner a enfin été révoquée après la procédure que j'avais lancée des mois plus tôt. Le rectorat lui a adressé une notification formelle. Il lui est désormais interdit, de façon définitive, d'exercer toute activité auprès d'enfants. Les petites victoires avaient leur importance, surtout dans un système qui avait laissé tomber tant de gens. J'ai remis un dossier complet à l'administration pénitentiaire, détaillant comment Warren continuait SCS manipulation depuis sa cellule. Le directeur a pris le temps d'examiner les appels menaçants, les lettres en code adressées à Melissa, et même les relevés de cantine qui prouvaient qu'il payait d'autres détenus pour harceler. Des mesures plus strictes ont été prises sans attendre. Le divorce de Linda a été prononcé un jeudi matin sous une pluie battante. Le juge, après avoir entendu les preuves de l'emprise et des manipulations de Warren, lui a retiré tout droit de garde. Linda est sortie du tribunal avec un visage enfin apaisé, tenant fermement dans ses mains les documents qu'il a délivrés légalement de son bourreau. Warren, refusant sa défaite, a tenté un dernier coup par l'intermédiaire d'un ancien co-détenu fraîchement libéré. Un jour, au supermarché, cet homme m'a suivi dans les rayons avant de m'encercler près des surgelés. Sa main s'est approchée de moi, mais plusieurs clients ont immédiatement compris la situation. Les caméras ont tout filmé pendant que d'autres appelaient la police. L'agresseur a pris la fuite avant que les agents n'arrivent, mais il a rapidement été identifié grâce aux images. Quelques voix dans la communauté ont alors commencé à dire que j'étais allé trop loin, que j'avais brisé la famille de Warren. À la sortie de l'école, certains parents chuchotaient sur l'enseignante qui avait osé toucher à une famille déjà fragilisée. Ces critiques faisaient de mal, mais j'ai continué à accompagner Melissa coûte que coûte, affrontant seule la tempête. Mon isolement n'a fait qu'éprouver un peu plus ma détermination, mais préserver l'héritage de Rose comptait davantage que la popularité ou le regard des autres. J'ai pris la décision difficile de transmettre au conseil d'administration les enregistrements vocaux de Rose, consciente que cela ferait des remous, mais certaine qu'il fallait agir pour protéger celles qui viendraient après. Les fichiers sont restés confidentiels, réservés aux membres du conseil, afin de préserver la dignité de Rose, tout en imposant une révision complète des dispositifs d'accompagnement. Sa voix claire et déterminée a tout déclenché. Les politiques de l'établissement ont été revues du jour au lendemain. Warren, de son côté, a exigé une ultime rencontre avant d'être privé définitivement de téléphone. J'ai accepté de lui faire face une dernière fois, pour mettre un point final à l'histoire de Rose et à la mienne. La salle de visite me paraissait étouffante alors que je m'installais devant lui, sa combinaison orange flottant sur son corps amaigri. Il s'est lancé dans une tirade d'accusations, prétendant que j'avais détruit sa famille. Je l'ai arrêté d'un ton calme. C'est vous qui avez détruit Rose. Ces mots sont restés là, entre nous, lourds de tous ces qui n'avaient jamais été dits. Son visage s'est déformé de colère, puis il m'a glacé en avouant qu'il s'en était pris à Rose parce qu'elle lui rappelait sa petite sœur, celle qu'il avait rejetée des années plus tôt. Son besoin maladif de soumettre des femmes qui lui ressemblaient expliquait toute sa trajectoire de prédateur. C'est alors que Linda est entrée dans la pièce, en tant que soutien prévu, un geste auquel Warren ne s'attendait pas. Il est devenu livide en voyant son ex-femme à mes côtés. L'équilibre venait de changer définitivement. Dans un dernier sursaut, il a tenté de me manipuler une fois de plus, me proposant de tout avouer si je promettais de laisser Melissa tranquille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Melissa a droit à la vérité et à la protection, pas à de nouveaux mensonges. Je n'ai rien cédé, pas même devant sa détresse. Il s'est énervé, frappant la table, mais cette fois je n'ai pas bougé. Nos regards se sont affrontés jusqu'à l'intervention des gardiens qui l'ont emmené. Sa tentative de chantage, avec SES menace de soi-disant révéler la lumière des égouts si je n'obéissais pas, n'a eu aucun effet. J'ai tourné les talons, laissant derrière moi paroles creuses, celles d'un homme qui n'avait plus aucun pouvoir sur personne. Dorothy, pour sa part, a bien tenté une dernière campagne de calomnie sur son groupe Facebook moribond, mais Linda a répliqué publiquement, preuve à l'appui, démontant chacune de SES accusations. Les images de vidéosurveillance montrant Dorothy dans plusieurs altercations ont fini de convaincre tout le monde. La vérité avait éclipsé la solidarité familiale. Lors d'une fouille surprise, les surveillants ont mis la main sur un téléphone interdit dans la cellule de Warren.
Il a été placé à l'isolement sur le champ, mettant fin à SES manigance à distance. Une solitude totale, celle qu'il avait imposée à SES victimes sans aucun remords. Un jour, Mark Warren m'a croisé devant l'école. Il s'est approché d'un pas hésitant, la voix basse, pour me présenter des excuses. Il avait toujours eu des doutes, mais avait choisi de fermer les yeux par fidélité familiale. Sa société de construction avait coulé, sa réputation détruite par les crimes de son frère. Il ne cherchait pas le pardon, seulement à me dire qu'il comprenait enfin. Après son AVC, l'état de santé de Dorothy n'a fait qu'empirer. Elle ne pouvait plus s'occuper de sa maison ni d'elle-même, et a fini par partir chez sa sœur en Arizona, loin de notre communauté qui l'a oubliée sans regret. L'ancienne terreur du quartier dépendait désormais de proches qui la supportaient à peine. Pendant ce temps, Melissa reprenait goût à la vie, que CE soit en thérapie ou à l'école. Libérée de l'ombre de son père, SES des seins sombres ont laissé place à des scènes pleines de lumière et d'espoir. Elle a interprété son rôle dans la pièce de l'école avec une assurance nouvelle, entourée par une communauté qui avait choisi la vérité plutôt que le confort du silence. L'avenir de cette génération était en sécurité. Un dimanche matin, j'ai apporté des fleurs fraîches sur la tombe de Rose, accompagnée de sa mère. Nous sommes restés là, côte à côte, sans mots, conscientes toutes deux que justice avait enfin été rendue, d'une manière que les tribunaux n'auraient jamais pu offrir. La mère de Rose m'a serré la main, murmurant ses remerciements pour avoir permis à la vérité de sa fille d'être entendue. Le jardin du souvenir à l'école, fleuri de roses et de fleurs sauvages, était devenu un lieu apaisant où les élèves venaient se recueillir. Les enseignants s'en servaient pour aborder l'importance de s'exprimer et de veiller les uns sur les autres. Le rêve de Rose, celui d'un meilleur accompagnement psychologique, avait fini par se concrétiser, même si elle n'était plus là pour le voir. Quant aux anciens soutiens de Warren, ils se sont évanouis discrètement de la vie de la communauté. Le jeune pasteur qui avait un temps pris sa défense est parti s'installer ailleurs, et les parents qui l'avaient soutenu évitent désormais les manifestations scolaires. Peu à peu, les théories du complot avaient disparu au fil des preuves accumulées et des conséquences devenues bien réelles. La vérité avait fini par s'imposer, non grâce à des coups d'éclat, mais à force de ténacité. Linda s'était investie dans une association locale, où elle travaillait à temps partiel pour soutenir les victimes de violences. Elle mettait à profit son vécu pour aider d'autres femmes à reconnaître les signes insidieux de manipulation dans leur couple. Sa transformation, de victime à militante, s'était opérée dans la discrétion, par de petites preuves de courage au quotidien, bien loin des scènes spectaculaires. L'école, de son côté, avait instauré une formation obligatoire pour l'ensemble du personnel, afin de mieux repérer les comportements à risque. Les enseignants apprenaient à détecter les signaux d'alarme qu'ils n'avaient pas su voir autrefois. Même le concierge, autrefois si silencieux, s'était mué en vigie attentive, déterminé à ne plus jamais fermer les yeux comme il l'avait fait par le passé. Les comptes rendus de la thérapeute de Melissa montrèrent des progrès impressionnants. Elle ne faisait plus de cauchemars liés à son père et ne sursautait plus dès qu'un enseignant s'adressait à elle. La psychologue considérait qu'un simple suivi mensuel suffisait désormais, preuve d'une réelle guérison. Les enfants, avec le soutien approprié, savent faire preuve d'une grande résilience. De mon côté, je continuais à enseigner les arts plastiques à des élèves de primaire, attentives aux moindres signes de mal-être que d'autres auraient pu ignorer. Les parents me faisaient confiance pour déceler CE qui leur échappaient parfois. Ma classe était devenue un havre où les enfants pouvaient s'exprimer librement à travers l'art, conscients que quelqu'un prêtait vraiment attention à CE qu'ils ressentaient. La maison des Warren, longtemps restée vide, avait finalement trouvé preneur. Les nouveaux propriétaires l'avaient entièrement rénovée, effaçant tout souvenir de la famille précédente, au grand soulagement du voisinage ravi de voir enfin de la vie derrière les fenêtres. Désormais, cette maison n'évoquait plus les drames passés. La famille de Christina Murphy avait envoyé une lettre de remerciement à Linda, heureuse d'avoir été retrouvée. Même s'ils n'ont pas souhaité porter plainte, savoir que d'autres victimes avaient obtenu justice leur apportait une certaine paix. Leur fille étudiait à l'université pour devenir thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Beaucoup trouvaient la guérison en aidant à leur tour. La communauté pansait lentement ses blessures après le scandale Warren. Les nouvelles familles, arrivant en ville, entendaient l'histoire à demi-mot et comprenaient vite l'origine de certaines règles à l'école. Ce drame était devenu une mise en garde, une protection pour les générations futures. Le véritable changement, lui, s'ancrait dans une vigilance de tous les instants, bien plus que dans des confrontations bruyantes. Les registres pénitentiaires indiquaient que Warren ne sollicitait plus ni visite ni appel et passait ses journées à l'écart, privé de toute possibilité d'exercer son emprise sur quiconque. Son exclusion totale de la société était la seule forme de justice possible pour quelqu'un qui avait tout bâti sur le pouvoir. La page Facebook de Dorothy avait fini par être supprimée par les administrateurs pour non-respect des règles, SES dernier message n'étant plus que des élucubrations sur la persécution et les complots. Même SES, soutien les plus fidèles, avait relâché prise. Le monument numérique du déni s'était effondré, comme tous CE qui reposent sur le mensonge. Sarah Martinez, elle, avait décroché son diplôme avec mention, et son essai d'admission à l'université racontait comment dire la vérité l'avait libérée après tant d'années de silence. Elle m'a remercié dans son discours de remise des diplômes, sans citer de nom, en saluant ceux qui l'avaient cru, alors que d'autres doutaient. Sa réussite incarnait la plus belle revanche contre ceux qui avaient tenté de la faire taire. 2 ans s'étaient écoulés depuis ma première visite en prison. J'ai vu Melissa sur scène lors de la nouvelle pièce de l'école. Rayonnante, sûre d'elle, entourée d'amis, d'enseignants bienveillants
et d'une mère qui avait choisi la vérité, refusant de s'enfermer dans le confort du mensonge. Warren, désormais, purgeait sa peine dans l'isolement le plus complet. Son influence avait disparu, non grâce aux 20 ans infligés par la justice, mais grâce à la détermination d'une cousine qui tenait, pour Rose, à obtenir réparation. J'enseignais l'art à des enfants qui ne connaîtraient jamais la peur de franchir la porte du conseiller d'orientation. Ils grandissaient dans une école où plus aucun prédateur ne pouvait se cacher derrière des larmes ou son statut. Le rêve de Rose, offrir des espaces sûrs aux élèves vulnérables, s'était réalisé, non par le silence, mais grâce au courage de dire la vérité. Sa voix, gravée dans les enregistrements, avait tout changé. Chaque printemps, le jardin du souvenir fleurissait, entretenu par les élèves qui en connaissaient la symbolique. Le nom de Rose O'Brien vivait au travers de bourses, de réformes et d'une attention renouvelée aux élèves en difficulté. En disparaissant, elle avait sauvé des vies, accomplissant ce qu'elle n'avait pu faire de son vivant. Voilà son vrai héritage. Pas celui d'une victime, mais bien celui d'une femme qui, par son histoire, avait rendu les générations futures plus fortes et mieux protégées. Plus jamais Warren n'enseignerait, plus jamais il ne manipulerait ou ne briserait la vie d'un élève vulnérable. Son pouvoir avait disparu, son influence s'était éteinte, son souvenir effacé. La justice n'avait pas été rendue par un scandale, mais par le patient démantèlement de tous ces qui l'avaient protégé. Je continuais d'enseigner, de veiller, de protéger. La communauté avait tiré une leçon douloureuse sur les dangers de la confiance aveugle et de l'indifférence. Chaque nouveau règlement, chaque regard attentif, chaque enfant qui osait parler, c'était une victoire pour Rose. Elle avait gagné, même si elle ne l'a jamais su. L'histoire aurait pu prendre une toute autre tournure si quelqu'un avait écouté Rose de son vivant. Il a fallu sa mort et la détermination sans faille de sa cousine pour que la vérité éclate et que des décennies d'abus soient exposées. Mais les changements sont là, profonds et durables. Les élèves de demain seront protégés, comme Rose ne l'a jamais été. C'est la seule fin qui compte. Non la vengeance, mais la prévention. Non la destruction, mais la protection. Non le silence, mais la vérité, dite haut et fort et reconnue. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire avec moi. J'espère que vous passerez une belle journée et que vous n'oublierez pas qu'oser parler, ça change tout. À bientôt.